Une route en pneus usagés traverse la saison des pluies sans céder. Pendant que les infrastructures classiques engloutissent des budgets massifs, cette solution rudimentaire promet jusqu'à près de 40% d'économies et une décision plus locale, sans attendre des financements incertains. Mais si une simple piste peut rester praticable quand tout s'effondre ailleurs, qu'est-ce que cela change concrètement pour votre accès aux soins, à l'école et au marché? Et pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi ce pari? Parce qu'ici, une route devient un levier. Ce récit ne vend ni miracle technique ni héros providentiel. Il propose une lecture simple. Comment une décision apparemment modeste peut déplacer des équilibres économiques, sociaux et politiques, et surtout comment qu'elle se mesure sur le terrain, sous la pluie, dans la boue, au rythme des usages. Le bénéfice pour le spectateur est ça précis. Comprendre en quelques minutes pourquoi une infrastructure banale devient un levier de souveraineté concrète. Et pourquoi la question centrale n'est pas seulement comment construire, mais comment choisir. Choisir entre des méthodes lourdes, coûteuses, souvent dépendantes d'acteurs extérieurs, et une option locale, moins chère, mais encore incertaine à long terme. Choisir aussi ce que l'on accepte comme risque. Tester vite, observer, corriger, ou attendre un modèle parfait qui n'arrive jamais. Une seule chose guidera la suite. La preuve, pas la rhétorique. Et cette preuve, elle tient parfois sur quelques kilomètres. Près de 40% de réduction des coûts de construction, ce chiffre suffit à déplacer la discussion. Et quand une section test traverse la saison des pluies sans se rompre, l'idée cesse d'être une intuition pour devenir un fait observable. C'est là que la question posée au début trouve son premier verrou. L'initiative soutenue par Ibrahim Traoré n'est plus seulement un récit ingénieux raconté depuis une tribune politique. Elle s'inscrit dans un pays où l'état des routes rurales conditionne directement la vie quotidienne. Accès aux soins, à l'école, au marché, mais aussi continuité des services et confiance dans la capacité d'agir. Dans de nombreuses zones, les pistes deviennent impraticables dès que les pluies s'installent. Les villages se retrouvent isolés. Les trajets ordinaires se transforment en obstacles logistiques, parfois en paris. Le contexte explique pourquoi une solution rudimentaire peut compter autant. Les infrastructures classiques absorbent des budgets élevés et pourtant leur durabilité reste limitée. Le recours à des modèles importés ne garantit pas la praticabilité au moment critique, la saison des pluies. À l'inverse, l'approche des pneus usagés propose une équation simple: transformer un déchet abondant en matériau utile, réduire les coûts et limiter la dépendance aux entreprises étrangères. Mais cette simplicité apparente masque une fragilité. Une route qui tient une saison ne suffit pas à faire un modèle. Elle doit résister, s'intégrer aux usages locaux, rester viable dans la durée et supporter l'examen des sceptiques. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'inventeur d'une technique que comme l'arbitre d'un risque assumé. Il accepte que l'idée soit jugée sur un terrain ingrat: le réel, la boue, le temps et la répétition des usages. Le projet n'a pas encore gagné. Il a franchi une frontière décisive. Passer du discours à la preuve et rendre la preuve discutable, donc politique. Le récit quitte alors les annonces et se fixe sur un acteur que personne ne cite dans les communiqués. Ni ministre, ni expert international. Un chef d'équipe local chargé d'organiser la collecte et la préparation des pneus. Son rôle est discret, presque banal, et c'est précisément ce qui rend l'initiative lisible. Il doit convaincre les habitants de participer, créer des points de dépôt, trier, nettoyer, synchroniser le rythme de la récupération avec celui du chantier. La route se construit comme une suite d'actions concrètes, pas comme une promesse. Autour de lui, les premiers effets surgissent de vite. Dans un village de l'Est, une vendeuse de produits agricoles explique que pendant la saison des pluies,
Le trajet vers le marché devient habituellement un risque. La voie expérimentale ne change pas la quantité récoltée, mais elle change la régularité. Quand la piste reste praticable, elle peut planifier, transporter et vendre sans perdre une journée entière à attendre que la boue sèche. Un agent de santé décrit un impact comparable. Avant, une route endommagée retardait les consultations et compliquait les urgences. Après, l'intérêt principal n'est pas la modernité de la chaussée, mais sa continuité au moment où tout lâche ailleurs. Ce détail reconnecte immédiatement la technique à l'essentiel. Accès, fiabilité, confiance. Et c'est ici que la logique défendue par Ibrahim Traoré prend une forme tangible. Si les habitants collectent, transforment et participent à la pause, ils ne défendent plus un projet imposé. Ils défendent leur propre solution. Une route stable change des vies avant même les chiffres. Avant, les pistes cédaient dès les premières pluies. Après, une section test tient. Et cette bascule devient le véritable point de départ de l'initiative soutenue par Ibrahim Traoré. Non pas un slogan, mais une suite d'actes vérifiables. L'activation commence par un geste simple. Transformer un déchet en ressource. Des pneus usagés voués à la décharge ou au brûlage deviennent l'objet d'une collecte structurée. Des points de dépôt sont identifiés, des équipes locales sont mobilisées, des habitants apprennent à trier, nettoyer, préparer. Très vite, une réalité s'impose. Sans logistique régulière, il n'y a pas de route, et sans route, il n'y a pas de preuve à défendre. La seconde étape expose le projet au regard public. Les premiers mètres posés attirent l'attention parce qu'ils rompent avec les habitudes. Les méthodes classiques, coûteuses, souvent dépendantes d'entreprises extérieures, servent de comparaison implicite. Ici, on travaille avec ce qui est disponible sur place. La construction devient un acte collectif, visible, presque pédagogique. Chaque phase montre que la simplicité n'est pas l'improvisation. Elle exige une discipline. Ordre des tâches, rythme des livraisons, coordination des mains. Puis la tension monte, parce que le test n'est pas technique, il est climatique. La saison des pluies arrive comme un juge brutal. Là où les pistes traditionnelles se fissurent, se creusent, disparaissent sous l'eau, la section en pneus traverse les intempéries sans dommages majeurs. Ce moment change le statut du projet. L'hypothèse fragile devient un résultat observable. Les critiques ne peuvent plus balayer l'idée d'un revers de main. Ils doivent argumenter, chiffres à l'appui. Le climax s'installe quand les comparaisons économiques émergent. Le récit avance une réduction proche de 40% des coûts de construction par rapport aux méthodes classiques. Il évoque aussi une baisse d'environ 30% des coûts d'entretien. Et il ajoute un indicateur qui donne l'échelle, près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Ces données ne servent pas à célébrer une victoire. Elles rendent l'option difficile à écarter sans examen sérieux. À enveloppe budgétaire constante, plus de kilomètres peuvent être rendus praticables. Et la maintenance, souvent le point faible, devient moins écrasante. Mais cette montée en puissance déclenche aussitôt des répliques. Des entreprises de construction voient leur position fragilisée. Les critiques se durcissent. On parle de durabilité à long terme, de sécurité, de normes, de certification. La route quitte le simple chantier rural pour entrer dans un espace conflictuel où intérêt économique et crédibilité technique s'affrontent. Et c'est là que Ibrahim Traoré apparaît comme catalyseur. Il ne prétend pas que la méthode est universelle. Il la présente comme un test national, ciblé, jugé sur l'usage réel. Pour des axes ruraux, la priorité n'est pas la vitesse ni le trafic intense, c'est la continuité d'accès quand tout le reste cède. Au bout de cette séquence, le projet n'est pas un modèle achevé, il est une preuve initiale. Et une question plus lourde,
commence à flotter au-dessus du chantier. Si une solution locale tient, que devient l'évidence des solutions importées? Avec la méthode des pneus recyclés, le récit indique un basculement mesurable, environ 40% de réduction des coûts de construction. Autrement dit, à budget identique, l'État peut rendre praticable davantage de kilomètres sans attendre des financements extérieurs incertains. Ce point n'est pas présenté comme une victoire définitive, mais comme un signal suffisamment fort pour forcer une comparaison honnête entre habitudes et résultats. Premier repère, environ 40% de baisse des coûts de construction, ce qui libère des kilomètres supplémentaires à enveloppe budgétaire constante. Ce premier chiffre change la logique d'arbitrage. Dans un contexte où les infrastructures classiques absorbent des budgets énormes pour une durabilité limitée, une réduction de cet ordre n'est pas un détail comptable, c'est un déplacement de marge de manœuvre. Elle permet de traiter des connexions rurales longtemps repoussées, non parce qu'elles sont secondaires, mais parce qu'elles ne rentrent pas dans des modèles de financement lourds. Le récit insiste ici sur un point simple. Une piste praticable pendant la saison des pluies a souvent plus d'effet immédiat qu'un grand projet retardé. Deuxième repère, environ 30% de baisse des coûts d'entretien, si bien que la maintenance devient moins lourde et plus réaliste chaque saison. Cette donnée est structurante parce que l'entretien est souvent le talon d'Achille. Construire une route est spectaculaire. La maintenir est discret, coûteux et souvent négligé. Une baisse annoncée de l'entretien suggère un changement de durée, pas seulement de démarrage. Elle indique que l'effort ne se concentre plus sur l'inauguration, mais sur la continuité. Réparer vite, éviter l'abandon, préserver la praticabilité au moment où tout lâche ailleurs. Ici, la valeur n'est pas l'asphalte, c'est la fiabilité. Troisième repère, près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre où le déchet devient ressource et réduit le brûlage nocif. Ce chiffre donne une échelle concrète à l'impact environnemental. Il ne s'agit pas seulement d'une route, mais d'un flux, collecte, tri, préparation, pose. Le récit rappelle que les pneus usagés sont un déchet encombrant, difficile à traiter et souvent brûlé. Leur réintégration dans un cycle utile relie infrastructure et économie circulaire. Et, parce que la collecte implique directement les communautés concernées, elle transforme aussi la route en activité locale, organisation, coordination, compétences reproductibles. Ces trois repères ne ferment pas le débat, ils le déplacent. Le point n'est pas de sanctifier la méthode, mais de la soumettre à un test continu. Résister aux pluies, rester viable, s'inscrire dans des routines de maintenance, tenir face aux objections de normes et de sécurité. Dans cette logique, Ibrahim Traoré met en avant les chiffres comme des repères, non comme des promesses. Ils servent à comparer, à corriger, à décider. Et surtout, ils rendent l'option difficile à rejeter sans regarder les faits. Les opposants au projet avancent d'abord un argument technique difficile à balayer. Selon eux, une route conçue à partir de pneus recyclés peut fonctionner à petite échelle, mais elle ne répond pas aux exigences de durabilité imposées par un trafic plus dense ou par des épisodes climatiques plus extrêmes et prolongés. La résistance observée sur un tronçon pilote ne garantit pas une performance stable sur des axes plus sollicités. Le succès initial pourrait n'être qu'un moment favorable, pas une preuve de long terme. Un second argument porte sur la sécurité et la normalisation. Les critiques soulignent que les méthodes traditionnelles s'appuient sur des normes internationales éprouvées, tandis que cette approche reste marginale et peu certifiée. Sans cadre réglementaire clair ni validations indépendantes sur plusieurs saisons, ils estiment que généraliser la méthode expose l'État à des risques juridiques et financiers. Si un incident survient, la responsabilité peut être lourde et la confiance publique fragile. Ces réserves ne sont pas infondées
Elle rappelle que toute innovation infrastructurelle doit être jugée sur la durée, pas sur un seul test. La réponse des défenseurs du projet repose alors sur un contrepoint précis tiré du contexte. Les routes concernées ne visent pas des autoroutes à trafic intensif, mais des axes ruraux où la priorité est la praticabilité pendant la saison des pluies. Le critère central n'est pas la vitesse ni le volume, mais la continuité d'accès quand tout le reste cède. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne nie pas les limites. Il les intègre au raisonnement. La méthode n'est pas présentée comme universelle, mais comme adaptée à un usage ciblé, avec des coûts, des matériaux et des compétences locales. Et les chiffres, environ 40% d'économies à la construction, 30% à l'entretien, ne servent aussi pas à proclamer une supériorité, mais à justifier l'essai et la comparaison. Le débat se déplace ainsi d'une opposition binaire vers une question opérationnelle. Pour quels besoins précis cette solution est-elle pertinente et à quelles conditions peut-elle être reproduite sans dégrader la sécurité? À un moment clé, le projet change d'échelle. À ce point précis, l'initiative cesse d'être perçue comme une expérimentation isolée. Elle devient un signal stratégique. Ce qui était observé à l'échelle d'un village commence à être lu comme une option reproductible, sous condition, dans d'autres zones rurales confrontées aux mêmes contraintes. La discussion ne porte plus uniquement sur la solidité d'une route, mais sur la capacité d'un État à orienter ses choix techniques quand les modèles dominants coûtent cher et résistent mal au réel. Ce déplacement du regard modifie aussi la position d'Ibrahim Traoré. Il n'est plus seulement celui qui autorise un test audacieux, il devient l'acteur qui assume publiquement un changement de logique, privilégier l'adaptation locale plutôt que l'alignement systématique sur des solutions importées. La révélation tient dans ce glissement discret. L'innovation n'est pas seulement l'usage des pneus recyclés, c'est la méthode de décision. Tester vite, observer, corriger, étendre uniquement ce qui résiste à la saison des pluies. À partir de là, la question centrale change. Il ne s'agit plus de savoir si la route est bathytypique, mais si cette manière de construire peut devenir une règle d'action durable. Les effets de l'initiative ne se listent pas de la même manière selon les acteurs. C'est précisément cette diversité d'impact qui permet d'évaluer si le projet dépasse le symbole pour produire des transformations durables. À ce stade, la route cesse d'être un objet technique. Elle devient un facteur de réorganisation sociale, économique et politique. Du côté des institutions nationales, l'enjeu est d'abord budgétaire et stratégique. Une réduction d'environ 40% des coûts de construction change la manière d'arbitrer les priorités. À ressources constantes, davantage de connexions rurales peuvent être envisagées sans dépendre entièrement de financements extérieurs. Cette marge de manœuvre renforce la capacité de décision publique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne cherche pas à opposer frontalement une solution locale à des standards internationaux. Il introduit une option crédible dans un portefeuille de choix. L'impact est discret mais structurant. Il redonne de la latitude là où les contraintes budgétaires dictaient jusqu'ici les décisions. Du côté des acteurs économiques locaux, notamment les petits producteurs et commerçants, la conséquence est plus immédiate. Une route praticable pendant la saison des pluies ne promet pas une hausse soudaine des revenus, mais elle réduit l'incertitude. Pouvoir rejoindre un marché sans attendre des jours entiers que la piste sèche change la planification, la régularité des échanges et la gestion des stocks. La stabilité logistique, souvent absente des discours sur l'infrastructure, pèse lourd dans des économies rurales fragiles. La route ne crée pas miraculeusement la production. Elle sécurise le moment où la production peut être vendue, donc le moment où l'effort a un sens. Du côté des populations, l'impact se mesure en continuité d'accès. Écoles, soins, services administratifs. Quand une route tient au moment où les autres cèdent, elle transforme des gestes ordinaires en routines fiables.
Le gain de temps et de prévisibilité nourrit un sentiment rarement comptabilisé, la confiance. Les habitants n'adaptent plus leur vie à l'état de la piste, ils intègrent la route comme une constante. Cette normalité retrouvée est l'un des effets les plus profonds, parce qu'elle réduit l'épuisement quotidien lié à l'incertitude. Du côté des observateurs extérieurs, l'initiative agit comme un révélateur. Elle interroge la manière dont l'innovation est définie dans les pays en développement. Ici, il ne s'agit ni de haute technologie ni d'importation massive, mais d'une réorganisation de ressources disponibles. Le fait que près de 10 000 pneus soient recyclés par kilomètre attire l'attention sur une convergence rare entre infrastructure, environnement et emploi local. Et quand le récit indique qu'environ 70% des travailleurs impliqués viennent des communautés concernées, la route devient aussi un outil de montée en compétences, donc un argument social. Ces conséquences ne constituent pas une victoire définitive. Elles dessinent un champ de possibles. Le projet porté par Ibrahim Traoré montre que l'impact réel ne se mesure pas uniquement en kilomètres construits, mais en capacités nouvelles, décider, maintenir, adapter. À ce stade, la route ne change pas tout. Elle change assez pour obliger à regarder autrement ce qui semblait immuable. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'initiative peut suivre 3 trajectoires sans qu'il soit nécessaire d'en prédire la probabilité. Ce qui compte, c'est la logique qui mène de la preuve initiale à une méthode durable ou à un arrêt. Une première trajectoire repose sur une consolidation progressive. La voie la plus plausible est une extension par étapes, là où la praticabilité pendant la saison des pluies est l'enjeu principal. Les tronçons pilotes sont stabilisés, puis reproduits en grappe, axes secondaires, connexions vers marchés, écoles, centres de santé. L'effort se déplace vers des règles de qualité simples, des routines de maintenance et une organisation fiable de la collecte. Ici, la réussite ne vient pas d'une annonce, mais d'une accumulation de preuves fonctionnelles. Si la route tient, la méthode devient défendable. Si elle échoue, l'échec reste local, donc corrigible. Une deuxième trajectoire verrait l'accélération et la diffusion prendre le dessus. L'adhésion locale se renforce et la discussion internationale requalifie l'initiative en modèle de développement pragmatique. Les centres de collecte se multiplient, les équipes se forment plus vite et l'emploi local se consolide. Les économies annoncées sur la construction et l'entretien libèrent des marges pour d'autres priorités publiques. La méthode, initialement conçue pour des besoins ruraux ciblés, devient une référence observée par d'autres pays confrontés aux mêmes contraintes. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré gagne surtout du temps politique. Il n'a plus besoin d'argumenter, il peut montrer. Une troisième trajectoire, plus heurtée, reposerait sur des résistances et une fragilisation. Les critiques techniques et réglementaires s'intensifient. La logistique devient irrégulière. Flux de pneus instables, coordination fragile, accès limité à certaines zones. Une défaillance visible suffit à entamer la confiance. Le projet se fige à l'échelle de quelques régions et perd sa capacité d'entraînement. Le récit bascule alors du potentiel vers la prudence et les modèles dominants reprennent l'avantage. Une recommandation traverse ces trajectoires. Juger la méthode sur la chaîne complète. Si la collecte, la transformation, la pose et l'entretien restent cohérents, la promesse tient. Si un seul maillon cède, l'ensemble vacille. À ce stade, l'enjeu cesse d'être institutionnel pour devenir personnel. Le projet ne demande pas aux spectateurs d'évaluer une technologie, mais de reconnaître des effets concrets qui résonnent avec des situations ordinaires. Quand une route reste praticable pendant la saison des pluies, la première conséquence est le temps. Moins d'heures perdues, moins de trajets annulés, moins de décisions suspendues à la météo. Ce gain ne se voit pas sur une photo officielle,
mais il change la vie. Pour une famille, cela signifie pouvoir planifier une consultation médicale sans parier sur l'état de la piste. Pour un élève, rejoindre l'école avec régularité au lieu d'alterner présence et absence. Pour un petit commerçant, écouler une production au moment opportun plutôt que d'attendre que l'accès redevienne possible. Aucun de ces changements n'est spectaculaire isolément. Ensemble, ils transforment la manière de vivre un territoire. La route ne promet pas une prospérité instantanée, elle réduit l'incertitude. Un autre effet, plus discret, touche à la confiance. Lorsque les habitants participent à la collecte et à la mise en place, ils comprennent la logique du projet. La route n'est plus un objet extérieur dont on subit l'état. Elle devient un bien collectif dont on connaît les limites et surtout les conditions de maintien. Cette transition, d'une dépendance passive à une implication active, modifie la relation au développement. On ne reçoit plus une solution, on la construit. Dans cette perspective, la décision portée par Ibrahim Traoré n'apparaît pas lointaine. Elle relie un choix public à des gestes quotidiens. Le spectateur n'est pas invité à admirer une innovation, mais à observer ce qu'elle permet concrètement quand elle fonctionne là où tout échouait auparavant. Pour que l'initiative dépasse le stade du pilote et s'inscrive dans la durée, plusieurs étapes doivent s'enchaîner avec cohérence. La première concerne l'organisation de la collecte. Sans flux régulier de pneus usagés, la méthode perd son socle. Cela implique des points de dépôt identifiés, des circuits de récupération stables et une coordination locale capable d'absorber les variations saisonnières. La réussite ne dépend pas d'un stock ponctuel, mais d'une capacité continue à alimenter les chantiers. Deuxième étape, la transformation. Trier, nettoyer et préparer les pneus exigent des gestes précis, reproductibles. Des formations ciblées réduisent l'improvisation et garantissent une qualité homogène. Cette phase conditionne la durabilité de la route et la crédibilité de la méthode face aux critiques techniques. Sans standard minimum, l'innovation devient vulnérable aux échecs visibles. Troisième étape, la pause, ajustée à l'usage visé. Les axes concernés ne sont pas conçus pour un trafic intensif, mais pour maintenir une praticabilité constante pendant la saison des pluies. Garder cette adéquation entre conception et usage évite les surpromesses. Cela réduit aussi les risques juridiques évoqués par les opposants. Quatrième étape, l'entretien, souvent négligé. Une route qui tient doit pouvoir être réparée rapidement avec les mêmes ressources locales. Des routines simples, intégrées aux communautés, permettent d'intervenir avant que les dégradations ne deviennent critiques. C'est ici que le modèle révèle sa solidité. Cinquième étape, la mesure. Coût, durabilité, participation locale et continuité d'accès doivent être suivis de manière transparente. Dans cette logique, Ibrahim Traoré met en avant une méthode plus qu'un symbole. Qui fait quoi, quand et comment sait-on que cela fonctionne? Si ces réponses restent alignées, la trajectoire devient défendable. Le récit revient à ce qui semblait secondaire au départ. Une route, un village, un trajet redevenu possible quand tout autour se dégrade. Ce détail, observé dès les premières sections, reprend ici tout son sens. La transformation ne tient pas seulement à l'originalité du matériau, mais à la cohérence entre une décision politique et la réalité du terrain, entre une promesse et une pratique. En suivant cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un visionnaire solitaire ni comme un gestionnaire froid. Il incarne un choix assumé, accepter l'incertitude d'une solution locale plutôt que la certitude coûteuse de modèles importés. Ce choix n'efface pas les risques. Il les rend visibles, discutables, ajustables. La route en pneus recyclés n'est pas une réponse universelle, elle agit comme un miroir. Elle renvoie une question simple à chaque observateur. Que se passe-t-il quand une communauté peut réparer, maintenir et comprendre ce qui la relie au reste du pays?
À cet instant, l'infrastructure cesse d'être abstraite. Elle devient relationnelle. Elle relie un marché à une famille, une école à un enfant, un centre de santé à une urgence. Et quand une route tient, la promesse cesse d'être un slogan. Elle devient crédible. Cette histoire ne demande ni adhésion immédiate ni verdict définitif. Elle invite à un déplacement du regard. Observer comment une solution locale, imparfaite mais fonctionnelle, peut réorganiser des priorités longtemps considérées comme figées. La route en pneus recyclés n'impose pas un modèle. Elle propose une expérience lisible, critiquable, améliorable. À travers ce projet, une question plus large s'installe. Comment juger une initiative publique? Par son élégance technique, par son alignement avec des standards internationaux ou par sa capacité à résoudre un problème concret là où il se pose réellement? L'exemple du Burkina Faso suggère que ces critères entrent parfois en tension et que le choix n'est jamais neutre. Si vous voulez prolonger la discussion, vous pouvez commenter avec une position simple. Faut-il privilégier la preuve locale, même partielle, ou attendre une solution certifiée, même plus lente et plus coûteuse? Et si vous avez déjà vu, dans votre propre pays, une innovation modeste changer des routines essentielles, partagez l'exemple. C'est souvent là que se cache la vraie comparaison.